Mais Antoine, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah je fais la vaisselle. Mais c'est pas l'heure de la vaisselle, c'est l'heure des coups de cœur. Oh, les coups de cœur. Le premier jeu de ces coups de cœur 2022, je vous en ai peut-être déjà parlé. Il s'agit de Super Fantasy Brawl. Super Fantasy Brawl. Super Fantasy Brawl. Super Fantasy Brawl. Super Fantasy Brawl, c'est un jeu pour 2 ou 4 personnes. Mais franchement, il est vraiment génial en duel. C'est un jeu de bagarre et de prise d'objectif. Alors comment est-ce qu'on y joue? Tout d'abord, chaque joueur va choisir 3 personnages et va donc prendre les 3 cartes de personnages correspondantes et le paquet de cartes correspondant. Chaque personnage vient avec un paquet de 6 cartes. On prend les 18 cartes et on les mélange ensemble. A mon tour, je possède donc 5 cartes en main venant de ma pioche. Ces cartes, elles sont réparties en 3 couleurs. Le rouge, la destruction, le jaune, la création, le bleu, la transformation. J'ai 3 jetons devant moi, correspondant à chacune de ces 3 couleurs, et je vais pouvoir dépenser les jetons de couleurs correspondantes, soit pour jouer une carte de la couleur en question, soit pour faire des actions génériques comme se déplacer, se soigner. Ça va dépendre de la couleur du jeton en question. Lorsque je joue une carte, je vais faire l'effet indiqué sur la carte. Alors, il y a un ordre de lecture, il va y avoir tout d'abord les déplacements, et puis simplement des effets de déplacement supplémentaires, de saut, d'attaque, de soins, des attaques de zone. Il y a tout un tas de choses, et ça va toujours être très thématique selon le personnage que vous avez choisi. Et ça, c'est la grande richesse du jeu. Vous allez voir, il y a énormément de personnages. Mais alors, comment est-ce qu'on gagne? Eh bien, il va falloir gagner des points de victoire. Ces points de victoire, ce sont des petits jetons qu'on va pouvoir récupérer lorsque l'on tue des créatures adverses, des héros adverses, parce que c'est quand même un jeu de bagarre, mais l'essentiel des points de victoire, vous allez les gagner en répondant à des défis, des conditions bien spécifiques, qui sont souvent des prises de zone sur le plateau. Alors qu'est-ce qui m'a plu dans Super Fantasy Brawl? Eh bien c'est très simple, tout d'abord ce sont les règles extrêmement accessibles, avec très peu de hasard, puisque, comme vous l'avez vu, c'est très simple. À mon tour j'ai 3 actions, ça peut être des actions génériques ou jouer des cartes de ma main, très peu d'incertitudes puisque pas de dés, et la seule incertitude vient du tirage des cartes d'objectif, et bien de ce que va avoir mon adversaire dans sa main. Mais comme il y a très peu de cartes, 18 cartes, possiblement dans le deck et dans la main de mon adversaire, plus vous allez jouer à Super Fantasy Brawl et plus vous allez pouvoir anticiper les mouvements de votre adversaire. J'ai également adoré la qualité du matériel. Les figurines sont tout simplement magnifiques. J'ai rarement vu d'aussi belles figurines dans le marché. Elles sont très modernes, elles sont très solides. Elles sont à un prix relativement accessible, et alors ça c'est génial puisqu'il y a une grosse gamme, comme vous le voyez, il y a énormément de figurines. Et on n'a pas besoin de craquer son PEL pour se lancer dans Super Fantasy Brawl. Il y a une boîte de base avec 6 figurines, et ensuite 6 boîtes de personnages additionnels avec à chaque fois 3 nouveaux personnages, tous asymétriques, tous avec chacun leur petite spécificité qui rappelle un petit peu les MOBA, ces jeux vidéo d'arène en ligne, dont je suis assez fier, je vous le cache pas. On va vraiment retrouver ce genre d'expérience, ce genre de sensation. Vous l'avez compris, Super Fantasy Brawl c'est un véritable coup de cœur et je le recommande à toutes les personnes qui voudraient se lancer dans le jeu de figurines, d'escarmouches, de bagarres, mais aussi pour les personnes beaucoup plus expertes. Mon coup de cœur suivant, c'est Next Station London. C'est un jeu pour 1 à 4 personnes, oui, il y a un mode solo qui tient vraiment la route, et c'est un jeu de roll and write, en fait non, c'est un jeu de flip and dessine des trucs sur ta petite feuille, dans lequel nous allons dessiner le réseau de Underground, le métro londonien. Alors qu'avons-nous? Eh bien comme dans tout jeu de roll and write, on va avoir une petite fiche individuelle, comme ceci, qui vient d'un bloc. Hop, nous allons avoir des cartes, et nous allons avoir des crayons de couleur. Parmi ces cartes, il va y avoir des cartes avec des bordures roses. Chacune des cartes donne un petit symbole, un rond, un carré, un triangle, etc. Il va y avoir 5 cartes également de symboles, mais sans les petites bordures roses, et il va y avoir une carte de déviation. On va mélanger tout ça. Au début de la manche, nous nous munissons d'un crayon de couleur différent, puis on va tirer une carte. Lorsque 5 cartes à bordure rose seront tirées, ce sera la fin de la manche. Ça va être très intéressant puisque, connaissant les cartes qu'il reste à tirer, je vais pouvoir anticiper ce qu'il est possible ou pas de faire. Tour numéro 1. Nous piochons, hop, un carré. Il s'agit d'une bordure rose, donc plus que 4 bordures roses. Avec mon crayon de couleur, je vais partir de la station correspondante. Les stations, ce sont les petites bulles sur ma fiche. Donc là, la petite bulle verte. Et je vais donc tracer un trait en suivant les pointillés jusqu'à un carré. Deuxième tour, je tire un rond. Sur ma fiche individuelle, je vais pouvoir partir d'une des 2 extrémités actuelles et aller vers un rond. Lorsque 5 cartes à bordure rose sont tirées, c'est la fin de la manche. Je donne mon crayon de couleur
à mon voisin et je récupère un crayon de couleurs différentes. On va donc faire ça 4 fois pour les 4 manches avant de compter les points. Pour le comptage des points, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, votre fiche est découpée en districts. Plus vous allez desservir de districts, plus ça fera de points. Plus vous ferez d'interconnexions entre les différentes lignes à des stations, plus ça fera de points. Plus vous couperez 2 fois la Tamise, plus ça fera de points. Parce que les gens, ils sont contents, ils n'ont pas besoin de prendre le pont. Bref, c'est très thématique. Mais on pourra également rajouter des objectifs qui feront des points supplémentaires si vous les remplissez. Et on pourra également rajouter des cartes pouvoir. Chaque crayon de couleur va recevoir une carte pouvoir au hasard. Et lors de la manche, vous pourrez activer ce pouvoir qui, je l'espère, pourra vous avantager. C'est un jeu plein de petits dilemmes. Heureusement, il y a ces cartes pouvoir qui vont pouvoir vous arranger. Il y a également des cartes de joker. Il y a également une carte de déviation qui peut tomber ou pas à chacune des manches et qui vous permet de partir de l'un des points de votre ligne qui n'est pas nécessairement une extrémité. Alors qu'est-ce que j'ai adoré dans Next Station London? Eh bien c'est très simple, les parties sont très rapides, les règles sont incroyablement simples à appréhender et pourtant, le jeu vous propose un lot de dilemmes constants et une rejouabilité sans fin. Coup de cœur suivant, Acropolis. Acropolis, c'est un jeu familial de pose de tuiles et d'optimisation. C'est un jeu dans lequel vous allez construire votre cité antique et vous allez faire en sorte qu'elle soit la plus florissante possible. J'ai devant moi ma tuile de départ avec des mines ainsi qu'une petite place qui me donne une étoile bleue. Et j'ai devant moi, à portée de main de tous les joueurs, le chantier dans lequel nous allons pouvoir récupérer des tuiles moyennant de la pierre. C'est très simple, nous jouons chacun notre tour. À mon tour, je vais pouvoir donc payer en pierre pour prendre l'une des tuiles. La première est gratuite, puis les autres vont coûter une pierre de plus à chaque position. Admettons, je prends celle qui est gratuite et je vais pouvoir l'agencer sur mon plateau en étant connexe à une autre tuile. Lorsqu'il ne reste plus qu'une tuile dans le chantier, on la décale, elle sera la première tuile, puis nous allons prendre une pile comme ceci et en révéler à nouveau 5. Lorsque plus tard dans le jeu, je récupérerai d'autres tuiles, je pourrai choisir de les mettre toujours à côté d'autres tuiles, ou bien recouvrir des tuiles. Alors ce faisant, je vais faire disparaître certains éléments de jeu, et ça pourra éventuellement me faire perdre des points, mais lorsque j'écrase des mines, ici j'ai écrasé 3 mines, je vais pouvoir récupérer autant de pierres, et la pierre ça va être extrêmement important si vous voulez avoir du choix dans le chantier. Lorsqu'il ne reste plus qu'une tuile et qu'il n'est plus possible de réalimenter le chantier, c'est donc la fin de partie et nous allons donc compter nos points. Les bâtiments existent en 5 couleurs différentes avec des places de couleurs associées avec leurs petites étoiles au nombre variable et donc ce sont des multiplicateurs. Chaque couleur va avoir un moyen de scorer. Par exemple, pour le bleu, nous allons donc regarder la suite de bleu continu la plus grande, parce que ce sont les habitations, et donc on fait des quartiers résidentiels. On voit que nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 continus, mais ici, ici et ici, elles sont au premier étage, sachant qu'on peut monter au même 2e ou 3e étage si on est bon. Elles sont donc multipliées par 2, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je vais multiplier par le nombre d'étoiles, attention, si j'ai 0 étoile, c'est 0 points. Nous voyons ici que j'ai 1, 2 étoiles, et bien donc mon quartier résidentiel le plus grand, et on ne va pas compter les autres, me fait rapporter 24 points. Nous avons en jaune les quartiers marchands. Les quartiers marchands doivent être isolés, ne doivent pas être adjacents à un autre quartier marchand, sinon en concurrence. Pour marquer des points, les rouges, donc les garnisons militaires, doivent être en périphérie de la ville. Elles ne doivent pas être entourées par d'autres bâtiments, sans quoi elles ne pourront pas défendre efficacement la ville. Les violets, les temples, doivent être entourés, au contraire, évidemment. Et pour terminer, il y a les jardins. Les jardins, eux, n'ont pas de conditions spécifiques pour marquer des points, mais ils sont beaucoup plus rares. Mais alors qu'est-ce que j'ai adoré dans Acropolis? Eh bien c'est bien évidemment la simplicité des règles à nouveau, qui offre quand même une grande profondeur de jeu et alors la thématique qui est super bien collée. Attention, bonus, nous avons ici, hop là, des règles avancées qui vont donner des conditions supplémentaires de scoring, donc ce sera plus difficile d'aller marquer des points supplémentaires, des points bonus avec votre ville, mais ça peut vraiment payer. Et là, c'est casse-tête à foison. Ah, la course à l'espace, la découverte du vide intersidéral, découvrir de nouvelles lunes, de nouvelles planètes, de nouveaux peuples, et les réduire à l'esclavage sous le joug de notre industrie toute puissante. Twilight Inscription, c'est un jeu de roll and write, oui, mais pas n'importe quel jeu de roll and write, puisque c'est un 4X, un jeu d'exploration, expansion, exploitation, extermination. C'est un jeu de 1 à 8 personnes, oui, 8 personnes, et donc un mode solo qui fonctionne super bien, dans lequel chaque personne va avoir 4 plateaux comme ceci,
nommé Navigation, Expansion, Affrontement et Industrie. C'est un jeu qui se joue en un nombre indéterminé de manches, et à chaque manche, nous avons tiré une carte. Il en existe de plusieurs types. Il y a d'abord les cartes de stratégie. Les cartes de stratégie, c'est très simple. Vous allez tout d'abord choisir l'une de vos 4 fiches. Il y a des ressources indiquées. Vous allez dépenser ces ressources dans cette fiche. Il existe donc 3 ressources, et dans la fiche en question, on vous expliquera comment chacune de ces ressources vous permettra de faire des actions. Puis, nous jetons les 6 dés. Vous allez pouvoir dépenser à nouveau sur la même fiche les ressources des dés noirs, mais également des dés colorés qui peuvent être un peu plus intéressantes, mais uniquement si vous avez débloqué quelque part dans le jeu le droit d'utiliser ces dés de couleur bien spécifique dans cette fiche bien spécifique. Il y aura également des événements de guerre. Alors évidemment, vous allez regarder sur votre plateau affrontement sur lequel vous aurez pu éventuellement construire des vaisseaux sur l'une de vos 2 zones de déploiement, et si vous avez plus de valeur de points de guerre que votre voisin respectivement de droite et de gauche, cela vous permettra de gagner des bonus ou, eh bien, le cas échéant, de perdre des points de victoire. Les phases de production vous permettront de produire des marchandises selon certains critères. Ces marchandises, eh bien, ce sont des sortes de petits jokers que vous pouvez utiliser à tout moment et donc ils vont remplacer n'importe quelle ressource durant les phases de stratégie plus spécifiquement. Et pour terminer, il y a les cartes d'événements conseils. L'une des ressources du jeu, ce sont les votes. Ces votes, vous allez pouvoir les dépenser secrètement à ce moment-là du jeu pour essayer de faire voter l'une des 2 lois en cours, et bien pour faire pencher la balance de votre côté. Vous avez donc un côté approuvé, un côté rejeté. Sur votre fiche d'industrie, il y a un petit emplacement avec vos votes. Vous allez choisir si vous voulez approuver ou rejeter et le nombre de votes que vous allez investir. Attention, évidemment, ces votes qui ne seront pas investis, vous allez les garder pour plus tard. Donc, il va être intéressant de convaincre d'autres joueurs d'aller mettre des votes avec vous pour pouvoir en économiser pour des moments où ça pourrait être plus utile. Ce qui m'a particulièrement plu dans Twilight Inscription, en dehors du travail éditorial qui est irréprochable, c'est l'apparente simplicité de ces règles. À chaque tour, nous tirons une carte et on va faire quelque chose qui en découle, mais alors qui emmène énormément de choix, puisqu'il faut d'abord choisir sur quelle fiche vous allez, eh bien, investir vos ressources. Sur chacune des fiches, il y aura un gameplay complètement différent. Ces gameplays vont être interconnectés les uns aux autres et il y aura un petit effet boule de neige. J'ai fait ça, donc plus tard ça me permettra de faire ça, qui me permet de faire ça, qui me permet de faire ça. Et ça va être très utile, il va falloir le déclencher le plus souvent possible. Pour creuser dans la richesse, sans rentrer dans les détails, comme il est toujours risqué de le faire dans ce genre de jeu, nous avons le plateau de navigation. Sur le plateau de navigation, vous avez votre planète initiale ici, vous avez déjà 3 systèmes qui ont été, eh bien, découverts. Vous allez pouvoir donc faire des traits comme ceci pour connecter les planètes entre elles, et vous allez pouvoir récupérer des bonus si vous décidez, eh bien, de vous approprier ces planètes. Il y a des trous noirs, il y a des cartes comme ceci d'artefacts à récupérer qui sont surpuissants et qui vont faire des sales coups à vos adversaires. Il y a également le plateau d'expansion. Chaque planète que vous aurez débloquée dans la navigation va vous permettre, eh bien, donc d'aller en gros construire des choses sur vos planètes, les exploiter. Ça va vous permettre de récupérer tout un tas de bonus, et notamment des bonus bien spécifiques qu'on ne pourra trouver que sur ces planètes, et de faire croître votre population. Et faire croître votre population, ça fait gagner très peu de points au début, mais si vous avez une grosse population, attention, ça peut faire gagner des points de manière exponentielle. Nous avons ici l'industrie. Alors il se passe plein de choses dans l'industrie. Nous avons ici les fameuses marchandises, donc les jokers. Nous avons ici les fameux votes. Et ici, nous allons progresser de cette petite croix en faisant soit des croix à côté d'une croix déjà existante ou d'un rond déjà existante, soit nous allons pouvoir faire des ronds. Lorsque nous faisons un rond, eh bien cela va nous permettre de nous abroger l'un des éléments. Ces petits éléments vous font gagner en gros des marchandises, mais également des votes. Évidemment, ça vous permet à nouveau de récupérer des éléments, notamment les dés de couleur que vous pourrez utiliser sur les autres fiches. Et pour terminer, l'affrontement est finalement assez simple. Vous allez pouvoir dépenser des ressources pour aller construire des vaisseaux. Ce sont donc des petites formes géométriques que vous allez dessiner et que vous allez agencer sur votre plateau. Alors il y a des anomalies spatiales qui vont vous gêner, il y a des éléments à recouvrir pour gagner des points supplémentaires. Chaque segment d'un vaisseau dessiné va vous faire gagner un point de guerre. Et j'ai donc ici à gauche et à droite mes 2 zones de guerre. Pour terminer, nous avons 4 objectifs tirés au hasard à chaque partie, chaque objectif étant lié à l'un des plateaux. Et nous avons donc plusieurs guerres qui vont se déclencher, ainsi que des cartes de vote qui sont tirées au hasard à chacune des parties. Et est-ce que je vous ai parlé des 24 peuples asymétriques
très asymétriques. Le fait de choisir tel ou tel peuple va totalement changer votre manière de jouer, qui viennent chacun avec leurs magnifiques illustrations et également un texte de lore, bien sûr, puisqu'il y a un lore, un univers, un background issu de la série de jeux Twilight Imperium. D'Or, Dragon d'Or, c'est un jeu pour lequel j'ai un coup de cœur depuis que je l'ai vu à Cannes. C'est un jeu coopératif pour enfants à partir de 6 ans et pour toute la famille. C'est un jeu dans lequel nous incarnons un groupe d'aventuriers qui vont aller dans la grotte du dragon qui dort pour aller récupérer un maximum de trésors. Mais attention, il ne faut pas réveiller le dragon. Alors comment est-ce que ça va se jouer? Eh bien, à chaque manche, nous allons recevoir des cartes. Au début de la partie, nous avons 5 cartes d'objets devant nous. Par exemple, ici, mon voisin a une épée cassée, une chaussette à pois jaune, un portrait, une marmite, une longue vue. Moi, j'ai ici des cristaux, un champignon, une armure, une clé ou encore une carte. Il faudra donc les récupérer ici dans la boîte, dans le trésor qui est un gros fouillis. Il y a un joueur qui va également devoir se faire compléter ces objets, mais ce joueur, à chaque manche, ça va tourner, ne pourra pas jouer. Il faudra donc qu'on aille récupérer les objets pour lui. C'est donc un jeu de communication avant tout. Nous allons donc mémoriser nos objets. Ok, c'est bon. Puis, tout le monde va devoir cacher ses objets. Puis, le guetteur, mon voisin de gauche dans le cas présent, va retourner le sablier. Et c'est parti Alex. Ok, on fouille. Alors, j'avais quoi moi? J'avais dit un cristal. Ici, il me semble qu'il a besoin d'une marmite. Si jamais tu trouves une marmite. Alors, non, j'arrive pas à trouver ce qu'il me faut. Une épée, j'ai cru voir une épée. Est-ce que t'as vu une épée? Une épée cassée là-bas. C'est pas celle-ci, Lorsque le guetteur nous indique que le temps qui nous était imparti est terminé, nous allons vérifier si nous avons récupéré les bons objets. Donc on va vérifier, Alex, si tu as été bon. Nous avons ici la longue vue, pas mal. La marmite, bien joué. La photo de famille, la chaussette, ouais, bien joué. Et l'épée. Ah, il se trouve que l'épée que tu as trouvée n'était pas exactement celle qu'on cherchait. Parce que oui, le jeu vous fait plein de pièges, il y a énormément d'objets qui vont se ressembler. Là, comme nous avons donc fait un échec, nous allons faire progresser le dodo d'une écaille vers l'avant. Attention, si vous arrivez tout au bout du dragon, celui-ci va ouvrir la gueule. Alors je vous l'ai dit, le jeu n'est pas facile, il ne veut pas que vous arriviez. Non seulement il y a des objets qui se ressemblent, mais en plus certaines tuiles représentent un trésor des deux côtés. Et alors celle-ci, vous les trouvez, vous les mettez de côté, 30 secondes plus tard, vous allez la reprendre, regardez, ah ben non c'était un trésor, vous allez la mettre de côté, un autre joueur va la récupérer, bref, ça va être terrible. Et donc il va falloir à nouveau communiquer. Il reste donc 2 manches. Et bien pour préparer la manche suivante, nous allons tout d'abord remettre nos cartes à l'envers. J'espère que nous les avons bien mémorisées. Nous remettons nos trésors à l'intérieur de la caverne. À chaque manche, on va fermer la boîte, on va bien mélanger pour que vous ne vous y retrouviez pas. Et nous allons avoir un nouvel objet tiré au hasard. Je le regarde, d'accord, il va falloir que je m'en souvienne. Mais à ce moment-là, nous allons pouvoir choisir. Soit nous allons prendre une carte rêve, soit nous allons prendre une carte cauchemar. Les cartes rêve vont vous rajouter des contraintes en jeu, des petites choses qui vont vous embêter. Et les cartes cauchemar vont rajouter des grosses contraintes en jeu qui vont énormément vous embêter, mais vous permettre de reculer le petit jeton dodo de une case sur le dragon. Et donc ces contraintes sont aussi diverses et variées que par exemple changer de place autour de la table. Donc vous allez devoir vous rappeler ce que vous aviez et dire au joueur qui est à votre place de récupérer tel ou tel objet. Ou alors vous allez devoir jouer en chuchotant. Et comme c'est un jeu de communication, ce n'est pas facile. Il existe également une carte où on dit que vous êtes dans le noir, dans la caverne. Il faudra trouver avec votre main directrice, moi je suis droitier, il faudra arriver à trouver, hop là j'ai triché, la petite lampe torche, enfin la petite torche tout simplement. Puis une fois que vous avez la torche, et bien c'est bon, vous pouvez aller récupérer les objets de votre sélection. Et c'est vraiment thématique, c'est vraiment amusant, et qu'est-ce que c'est difficile. Si à la fin de la 3e manche, le dragon ne s'est toujours pas réveillé, alors bravo, nous avons gagné. Alors qu'est-ce que j'ai adoré dans d'Or, Dragon d'Or? Eh bien, je vous l'ai dit tout du long, nous avons déjà un super travail éditorial, le matériel, le fait de jouer dans la boîte, le dragon en 3D, en carton, tout est top de chez top. Le fait que ce soit un jeu de communication intergénérationnelle, c'est un jeu où vous allez avoir plaisir à jouer avec vos enfants, c'est un jeu qui ne va pas prendre la poussière à la maison, croyez-moi. Et alors, mais c'est pas facile! C'est pas facile du tout! Le jeu suivant se nomme
Snakes. C'est un jeu d'ambiance pour 4 à 8 personnes. Ce sont des parties d'environ 20 minutes et donc c'est un jeu où en 6 manches vous allez essayer de gagner un maximum de points. Alors comment est-ce qu'on joue? C'est très simple, à chaque manche il va y avoir une carte question avec 3 réponses optionnelles A, B et C. Par exemple ici, quel personnage secondaire parle le plus souvent dans les Simpsons? A, Milouz, B, Apu ou C, le chef Wiggum? Je ne connais pas la réponse, je ne pense pas la connaître. Je vais avoir des jetons A, B ou C pour donner ma réponse, ou alors serpent. Pourquoi serpent? Eh bien parce qu'à chaque manche, nous allons recevoir un rôle différent. Alors il y a 2 rôles de base et un troisième dont je vous parle juste après. Soit je suis un humain. Si je suis un simple humain, eh bien je ne connais pas la réponse. Mon but, ça va être de trouver la bonne réponse. Si je pense avoir la bonne réponse, ou même si j'en suis certain, surtout il va falloir convaincre les autres humains de donner la même réponse que moi, puisque plus il y aura d'humains qui auront trouvé la bonne réponse, et plus nous marquerons 2 points. Je m'explique, admettons nous sommes 3 humains, nous sommes 2 à avoir trouvé la bonne réponse, et bien chacun d'entre nous 2 va marquer 2 points, le troisième humain, tant pis pour lui, il ne marque rien du tout. S'il avait trouvé la bonne réponse, nous aurions marqué tous les 3 points. Ou alors, je suis un malicieux serpent. Si je suis un serpent, surtout je ne le dis à personne, c'est un jeu à identité cachée. Si on me demande, je suis un être humain, évidemment. Il va y avoir une phase où tout le monde va fermer les yeux. Les serpents vont ouvrir les yeux, se reconnaître entre eux, puis regarder secrètement la réponse au dos de la carte. Ils remettent la carte à l'endroit, ils ferment les yeux, puis tout le monde ouvre les yeux. Donc là c'est magnifique, tous les serpents connaissent la bonne réponse, mais leur but c'est d'induire en erreur les humains. En effet, plus il y aura d'humains qui se seront trompés, qui auront donné une mauvaise réponse, et plus nous, serpents, allons marquer 2 points à cette manche. Il existe un dernier rôle qui n'apparaît qu'à partir de 5 joueurs. Il s'agit de la mangouste de la vérité. La mangouste de la vérité va prendre ce petit jeton, le poser devant soi, et dire « Eh bien, je suis la mangouste de la vérité ». Que fait la mangouste de la vérité? Eh bien, rien de particulier, elle est comme les humains, elle ne connaît pas forcément la bonne réponse. En tout cas, on peut lui faire confiance, parce que ce n'est pas un serpent, tout simplement. Au terme d'un sablier de 2 minutes où nous avons tergiversé, nous avons essayé de nous convaincre les uns les autres, tout le monde va mettre un jeton devant soi. Si je suis un serpent, ça ne sert à rien de voter, d'essayer de donner la bonne réponse, je vais mettre le jeton serpent. Puis 1, 2, 3, nous retournons, et nous allons donc compter les points. Puis nous allons enchaîner les manches, et à chaque manche, les rôles vont être redistribués. Mais alors pourquoi est-ce que j'adore ce jeu d'ambiance qu'est Snakes? Eh bien déjà les questions. En elles-mêmes les questions sont toujours inattendues, complètement alambiquées. Vous avez envie de croire que la réponse finalement la plus inattendue est probablement la vraie, mais le jeu va toujours vous surprendre et vous prendre à rebrousse-poil, je vous l'assure. Et puis évidemment la tension autour de la table. Le jeu est calculé pour que peu importe le nombre de joueurs, il y ait toujours plus ou moins 50% de serpents autour de la table. Vous ne savez pas à qui faire confiance et pourtant vous allez devoir tisser des alliances. Essayez de ne pas vous faire embobiner, manger le cerveau si vous êtes un humain. Et alors si vous êtes un serpent, mais c'est un régal absolu, vous allez les voir tomber dans vos pièges les plus malicieux. Snakes, c'est parfois un petit peu de pifomètre, c'est beaucoup de confiance et de trahison, et c'est en tout cas de grosses crises de larmes et de fou rire, ça je peux vous l'assurer. Et voilà, nous arrivons donc au terme de cette vidéo. Ça a été très difficile de faire une sélection des jeux que j'ai aimés cette année, puisqu'il y a eu énormément de très belles sorties. En tout cas, je peux vous assurer que j'adore tous les jeux ici présents, et je n'attends qu'une chose, c'est très vite rouvrir n'importe laquelle de ces boîtes. En attendant, je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux. Regardez la bonne réponse qui est au dos de la carte. Une carte, c'est un jeu de cartes.